Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Jean-Luc, pour ceux qui étaient déjà présents avec nous l'année dernière, on avait traité le sujet de comment concilier la production de logements pour tous et de logements abordables avec les enjeux de la transition écologique et de préservation de l'environnement. Au cours de ces débats qui avaient été très riches, on avait constaté une vraie mobilisation de la part de très nombreux acteurs, élus, acteurs de la filière logement, autour de cette question-là. Et on a souhaité revenir sur ce sujet en introduction de cette journée. Alors, on est bien en peine aujourd'hui de savoir quelles seront les orientations de notre futur gouvernement sur le sujet. Ce qu'on sait, en revanche, suite à la campagne des législatives, c'est qu'un certain nombre de groupes représentés à l'Assemblée nationale ont déjà pris position pour remettre en cause, décaler dans le temps ou amoindrir un certain nombre de mesures prises récemment, notamment le zéro artificialisation nette, la mise à la location des passoires thermiques ou encore un certain nombre d'obligations liées au DPE, sans que des alternatives soient proposées pour traiter des enjeux qui ont mobilisé la mise en œuvre de ces dispositifs. Et ces enjeux, ils sont toujours présents. On a une actualité très récente qui nous l'a rappelé. On a aujourd'hui des territoires qui ne peuvent plus construire du tout ou qui anticipent sur des limitations extrêmement fortes de la construction neuve pour les cas les plus critiques parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour faire face à l'arrivée de nouvelles populations. C'est notamment le cas de la ressource en eau pour certains territoires qui annoncent l'arrêt définitif de tout permis de construire. On a des territoires aussi dont on a vu que face à la multiplication et à l'amplification d'un certain nombre de catastrophes naturelles, la question même de leur habitabilité est remise en question. Donc il nous a paru tout à fait nécessaire de revenir sur cette question qui sera en filigrane de l'ensemble des tables rondes de la journée. Et donc pour revenir sur ces conclusions et pour les élargir, je passe la parole à Patrick Henry. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici pour la première fois. C'est une première pour moi d'être là avec vous. Et effectivement, donc je remercie Marie et Jean-Luc pour l'invitation qui fait suite à une tribune qu'ils m'ont demandé d'écrire l'année dernière sur ces questions de transition écologique et environnementale, et en particulier sur la question des sols, qui est un de mes travaux de recherche. Je suis architecte urbaniste et professeur enseignant-chercheur à l'école de Paris Belleville. Et ces questions, évidemment, traversent à la fois ma pratique académique et ma pratique en tant que praticien libéral de ces sujets. Et dans cette tribune, alors c'est un peu un pas de côté, si j'ose dire, ou en tout cas une introduction un peu prospective que je vais essayer de dresser ici devant vous. Dans cette tribune et dans ce travail sur l'urbanisme des sols qui a donné lieu à un ouvrage aux éditions Apogée, j'avançais l'hypothèse que c'est une construction collective inscrite dans le temps long, et qui mobilise des compétences et des expertises scientifiques, juridiques et techniques variées, ce qui est à la fois une chance pour les sols d'être couverts par un champ extrêmement large de disciplines et de compétences. Puis en même temps, c'est un peu leur malheur, parce que justement, ça ne fait que renforcer l'aspect d'approche en silo. Et à l'issue de cela, je pense que c'est aussi l'occasion de renouveler nos façons de faire en se dotant d'un cadre théorique et pratique pour envisager les transformations à la mesure des enjeux, afin de concilier économie, écologie et évidemment, comme ça a été dit, les dimensions sociales. Donc je vais vous lancer quelques hypothèses en ce sens, déjà en se posant la question de qui est en danger finalement, parce qu'on dit les territoires en danger, mais est-ce que ce sont les territoires, les habitants ou les acteurs du logement, ou les trois ? Car si les territoires sont en danger, et le logement un grand oublié, ça a été dit, des politiques publiques, ne faut-il pas changer nos pratiques ? N'est-il pas urgent de changer nos pratiques à l'aune des enjeux environnementaux et sociaux actuels pour renverser la tendance ? Car malheureusement, l'approche quantitative qui demeure au cœur de nos échanges, la suffisance de l'offre face aux multiples situations, l'insuffisance du financement du logement abordable, la production dans une vision purement spéculative, etc., enfin tous les thèmes que vous connaissez par cœur et qui vont, j'imagine, être débattus aujourd'hui, alors que les enjeux qualitatifs, eux, sont quasiment absents des débats. Donc la nécessaire transition environnementale des politiques d'aménagement qui semble en cours, enfin c'est ce qu'on suppose, ce Scubodor, dans ce qu'on voit apparaître ici ou là, n'offrira des leviers d'action efficaces que si les politiques territoriales arrivent à sortir de la sectorisation de leur cadre d'action, la fameuse logique de silo dont on souffre, je crois, toutes et tous. Car s'il y a danger, de mon point de vue, c'est aussi le danger d'urbaniser n'importe où et n'importe comment.
Un historien des villes, fameux, suisse, qui s'appelait André Corbeau, dans une conférence de 1993, pas tout à fait hier, intitulée « L'aptitude territoriale », affirmait que toute intervention n'est pas possible, souhaitable ou admissible partout, en faisant sans doute écho au texte de Paul Valéry, encore plus ancien, de 1931, qui est inscrit au fronton du palais de Chaillot et qui annonçait déjà que le temps du monde fini commençait. Alors, est-il nécessaire de rappeler le monde fini, c'est-à-dire l'absence, la raréfaction des ressources à tout point de vue, matériel, immatériel, etc. Est-il nécessaire de rappeler que le 1er août dernier a été la journée du dépassement, ce qui correspond à la date à laquelle l'humanité, dans son entier, pas que la France évidemment, et le Pays basque, a consommé, dans son empreinte écologique, l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année, donc ce qu'on appelle sa biocapacité. Autrement dit, pour régénérer ce que l'humanité consomme, il nous faudrait 1,75 terre en plus, planète Terre en plus, en termes de surface pour subvenir à nos besoins au 1er août 2024. Alors pour poursuivre ce que disait André Corbeau dans cette conférence qui a été éditée par ailleurs, adopter le point de vue du territoire suppose un postulat ou du moins une prise de conscience. Intervenir sur le territoire, c'est intervenir sur quelque chose qui est déjà un produit, qui existe et qui résulte d'une longue série de processus, bref, qui est déjà humanisé. Alors, afin de ne plus considérer le logement seulement comme un produit spéculatif ou de ne plus le considérer du tout comme un produit spéculatif, on peut avancer l'hypothèse, nous devons l'arrimer à d'autres imaginaires, me semble-t-il, afin de conjuguer transition écologique et logement pour tous, comme l'écrivent Marie Defay et Jean-Claude Drian dans leur tribune. Après tout, on peut aussi se dire que le rêve pavillonnaire, dont on parle beaucoup, n'est-il pas le rêve importé des États-Unis d'une France de propriétaires valorés des années 60 à peu près. Et l'objectif de zéro artificialisation... c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Le ZAN, donc, voilà, à l'horizon de 2050, parce que tout le monde sait ce que le ZAN maintenant, donc tout va bien. Au-delà de rompre avec l'étalement urbain, et dont une des causes est la réalisation de ces fameux lotissements pavillonnaires, nous engage à repenser, enfin je pense qu'elle nous engage à repenser nos politiques d'aménagement. Ce n'est pas simplement une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. Et pour ce faire, une bifurcation de la gouvernance de projet doit se mettre en place, ce que je suppose être une gouvernance par et depuis les sols. Je considère qu'elle enrichirait d'une part notre rapport au temps pour nous sortir d'un présentisme malsain et sa recherche de profit à court terme, et d'autre part, elle contribuerait à politiser, au sens non partisan, politiser au sens de mettre sur le débat dans la scène publique, de nouveaux savoirs géophysiques, au sens de proposer des documents opposables, par exemple, afin de produire de la connaissance sur les sols préalables à toute intervention. Alors, qu'est-ce que ça produirait comme forme urbaine et architecturale ? Parce que c'est quand même ça aussi le sujet, c'est les chiffres, mais aussi ce qu'on produit, ce que l'on va voir, ce qui va constituer nos environnements. Car pour retrouver une dynamique du logement collectif, il faut repenser leur forme urbaine et architecturale pour créer un nouveau désir aussi. On ne peut pas se contenter de produire du logement de piètre qualité, il faut aussi imaginer quelle place il va occuper dans nos environnements. Et si la ville dense nous est présentée comme le modèle souhaitable, répond-elle véritablement aux aspirations des Français et à leurs besoins ? Ne devrait-on pas plutôt parler ou travailler sur les questions de diversité sociale, mais aussi économique, et de typologie, de type aussi de logement, de mixité à tout point de vue, de diversité et de mixité, et de placer finalement la densité comme un moyen et non comme un objectif ? Alors, pour cela, on peut énumérer très rapidement quelques pistes. Prendre en compte le déjà là. L'urbanisme des sols nous engage à porter une égale attention à nos actions dans une situation construite, quelle qu'elle soit, en dépassant les clivages politiques et autres, entre patrimoine ordinaire et protégé. Tout est patrimoine, en quelque sorte. On le voit ici, on est au cœur d'un patrimoine vivant absolument fabuleux. Habiter, c'est négocier avec le territoire, avec les sols qui le composent, qui le fondent, c'est prendre en compte les mémoires vernaculaires, c'est considérer l'immense diversité des paysages et des situations. En clair, il n'y a pas une solution, il y a des solutions adaptées à chaque situation, mais autant faut-il savoir les identifier et construire les outils qui permettent de les aborder. C'est aussi faire avec, c'est le corollaire. C'est considérer les territoires les plus ordinaires comme un héritage, je l'ai dit, comme une ressource au même titre que l'eau, l'énergie, les matériaux, les savoir-faire humains, etc.
c'est la gestion du stock, au sens de ce qui est déjà existant, ce qui est bâti, son entretien et sa réparation, qui, à mon sens, doivent devenir une attention plus fine portée aux situations, aux environnements, encore une fois. Mais pour cela, il faut connaître et reconnaître ce qui existe. Là encore, la production d'une connaissance, je parlais de produire une connaissance sur les sols, ou connaître les sols avant d'intervenir, constitue, et c'est la même chose pour les environnements bâtis, constitue le préalable aux discussions. Alors, la question qui se pose beaucoup, c'est de savoir s'il faut encore construire du neuf, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas simplement s'intéresser à l'existant ? Répondre aux besoins de logement, parce qu'on peut se poser la question de si répondre aux besoins de logement nécessite véritablement et systématiquement de construire du neuf. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas répondre à la question, je pense que tout va cohabiter à un moment donné, mais la première forme urbaine et les premières formes urbaines à prendre en compte sont les existantes. Comment les compléter, les surélever, les amplifier devait être, à mon sens, notre première question avant d'envisager autre chose. Et une fois établi que le fait que la construction contribue lourdement aux impacts environnementaux, le bilan carbone de la construction, le béton, etc., un panel de positions se dessine dans le monde de l'architecture et de la construction. C'est un débat assez vif d'ailleurs, entre ceux qui plaident à l'extrême pour un moratoire sur la construction, d'arrêter purement et simplement les constructions, et ceux qui poursuivent leur production dans le sillage d'une économie du bâtiment largement indifférente aux enjeux climatiques, ça a été dit tout à l'heure, largement oublié. Le spectre des interventions et des possibles est effectivement assez large. Donc entre les deux, la voie de la transformation des bâtiments, qui est vertueuse, ou supposée vertueuse, puisqu'elle dispense d'utiliser de la matière, s'impose comme un enjeu majeur. Assurément, engager de nouveaux logements, c'est investir l'existant. Je me réfère à l'anecdote qu'évoquait M. le maire tout à l'heure. Les difficultés même à investir ces constructions existantes. Afin de profiter de la diversité des situations, encore une fois, et la richesse de son potentiel. Je pense par exemple, et vous pourrez aller voir sur les internets, au travail d'un architecte, par exemple François Bruguel, qui propose des qualités de logement dans des structures existantes que l'on ne peut pas créer dans le neuf, des hauteurs sous plafond, des dimensions, des surfaces, des capacités d'évolution. Donc il y a un potentiel absolument incroyable qui nous occupe toutes et tous. La réhabilitation, on l'appelait comme ça, on continue à l'appeler comme ça, autrefois considérée comme un parent pauvre de l'acte de construire, intéresse les générations émergentes. J'enseigne et je vois effectivement des étudiants soucieux et inquiets quelque part de ces questions, et qui s'investissent beaucoup sur ces sujets, et ils voient aussi un débouché professionnel, mais surtout peut-être un mode d'engagement pour l'environnement. Cet intérêt se prolonge dans celui pour l'entretien et la réparation des bâtiments, le faire avec que j'évoquais précédemment, le CARE, et ses multiples implications et déclinaisons politiques. C'est aussi, je pense, le moyen d'interroger les normes et les règlements, de gérer les conflits entre techniques dites courantes et techniques expérimentales, entre artisanat et industrie, etc. C'est aussi l'occasion de faire le lien avec les filières locales, dont il est urgent de parler, je crois, engageant la formation et le développement de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques au cœur même des territoires. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire tout ça se fait ici, là où nous sommes, autour de l'endroit où nous sommes. Alors vous allez me rétorquer, évidemment, que c'est plus cher. Aujourd'hui, c'est plus cher, évidemment. Ou en tout cas, c'est pas moins cher. C'est vrai, si on continue à raisonner en silo, et si on continue à appliquer à l'intervention dans l'existant, au sens large, les mêmes normes qu'au neuf. Alors on pourrait, à ce titre, revenir sur les coûts induits et cachés des fameux pavillonnaires, qu'on dit que c'est pas cher à construire. Mais en fait, quand on fait la somme des externalités, en fait, on s'aperçoit que c'est un coût assez fort, y compris pour les collectivités. Alors, ça, évidemment, c'est ambitieux, c'est un propos un peu large et prospectif que je propose ici. Ça nécessite de revoir la chaîne de responsabilité des banques aux entreprises, en passant par les promoteurs et les maîtrises d'ouvrage, en plaçant, je pense, au centre les habitants. Parce que quand on parle logement, à un moment donné, il faut aussi parler des habitants. Et c'est évidemment de démocratie dont il s'agit. Alors, j'approche de la fin de mon intervention. Dans sa dernière conférence que Bruno Latour a donnée à l'école de Paris-Belleville en septembre 2022, Latour nous invitait à imaginer une architecture terrestre qui portait attention à cette zone critique que définit entre autres des chercheurs comme Jérôme Gaillardet, et qui est grosso modo cet espace qui s'étend de l'atmosphère jusqu'aux roches non altérées. Et de façon transverse, cette zone critique, ce sol, cette épaisseur, puisque ce n'est pas qu'une surface, nous parle de la gestion de l'eau, de l'autonomie alimentaire, de la santé publique, du confort, etc., qui sont des éléments intrinsèquement liés à la question du logement. Et si les sols
notre bien commun, d'une manière plus pratico-pratique, restait une propriété dissociée du bâti, par exemple. Si on conservait la propriété des sols comme un bien, comme le pratiquent certains territoires déjà, que vous pratiquez peut-être les unes et les autres sans doute, pour en garantir la maîtrise et le bon état. La prise en compte du vivant, puisqu'il s'agit aussi de parler de sol vivant, dans le projet est un impératif d'une approche environnementale de l'architecture et de l'aménagement. Elle réside dans l'observation systématique et systémique du site élargie du projet pour en saisir les caractéristiques à intégrer dès la conception, même avant la conception, dans ses différentes échelles, qu'elles soient topographiques, hydrologiques, dynamiques, végétales, etc. C'est une façon, me semble-t-il, de nous ancrer, de réhabiter nos environnements et d'envisager autrement les questions de logement. À ce titre, il y a une question qui souvent se pose, de se dire comment on s'ancre dans un territoire. On parle beaucoup d'identité, etc. Mais quel pourcentage des habitants d'un pays développé savent d'où vient l'eau qui coule du robinet? Où partent les déchets jetés à la poubelle? Quels types de sols sont sous nos pieds? Leur composition, leur nature? Quelle est la prochaine pleine lune? Alors peut-être qu'ici, on le sait mieux que de Paris, d'où je viens, mais quand même. Quand planter les légumes? Quel oiseau chante le matin sous nos fenêtres? Etc. À ce stade, on peut avancer l'hypothèse biorégionale. Vous avez sans doute déjà entendu parler. L'idée de biorégion, elle est née dans les années 70 des mobilisations contre les détournements des fleuves de la côte ouest des États-Unis. Elle a été relayée par les territorialistes italiens. Et elle nous demande où et quand, avec qui nous vivons au sens large. Ensemble, évidemment, mais aussi plus largement. On pourrait apprendre de ces lieux où nous sommes. Une biorégion, c'est un lieu de vie où toutes les parties prenantes s'efforcent de vivre ensemble de façon pérenne, en repartant des bassins versants, des microclimats, des types de sols, de la vitalité de la faune et de la flore. Alors, de cette façon-là, nos territoires habituels peuvent se redessiner. On les représente tout à fait autrement. Il ne s'agit pas de venir créer une nouvelle instance, mais d'imaginer, en fonction des sujets, des questions et des lieux, un espace politique et démocratique, mais aussi, et je crois que ça rejoint ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, un espace poétique, la rencontre des lieux et des imaginaires au travers d'un récit collectif, fameux récit que tout le monde mobilise et qu'on a peine à partager, et qui permet de repenser les partenariats, de lutter contre les replis territoriaux, dont parlait encore une fois Jean-Luc tout à l'heure, il a dit beaucoup de choses, et les solidarités et les politiques publiques depuis les réalités terrestres. Alors, à titre d'exemple, pour essayer aussi de réatterrir un petit peu, comme dirait Bruno Latour, réatterrir un peu mon discours, c'est pas vraiment à proprement parler une biorégion, mais vous connaissez sans doute des initiatives qui ont été menées, par exemple, dans le Länder autrichien du Vorarlberg, qui propose sur un territoire déterminé d'autres façons de penser le développement du territoire, en mettant en pratique un développement éco-responsable à toutes les échelles, en adoptant pragmatisme et transparence, engagement de toutes et tous en faveur de la protection de l'environnement, compétences des professionnels du bâtiment. On revient sur cette idée de créer des compétences spécifiques propres à l'ensemble des territoires, et un état d'esprit fondé sur solidaire fondé sur le dialogue. Dominique Gauzin-Muller a écrit un livre un peu résumant un petit peu toutes ces questions. Alors, en conclusion, j'approche de la conclusion, partant du local, l'hypothèse biorégionale permet tout à la fois de saisir les caractéristiques géohistoriques des territoires et de contrarier la tendance à se déployer sur des étendues toujours plus grandes, ce que je disais tout à l'heure, construire n'importe où et de manière extensive. Cette notion doit être accompagnée d'une réflexion sur les conditions d'une gouvernance consultative pour composer de nouvelles politiques du logement, en particulier, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et si l'on considère que le modèle actuel est à bout de souffle et qu'agir que sur ces quelques paramètres ne résoudra rien, ou très peu, il faut alors considérer les enjeux environnementaux comme le socle, le fondement de toutes les décisions et qui permet de repenser les conditions du projet en se donnant les moyens d'agir localement de façon globale et transversale, des montagnes qui nous entourent à la poignée de porte de la maison, et de proposer des logements pour toutes et tous, ancrés avec les spécificités et les réalités sociales et physiques de chaque territoire. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Alors, pour conclure l'introduction, si ça a un sens, revenir très rapidement sur le programme de la journée, mais il a déjà été présenté par Jean-Luc Béraud, et il y a beaucoup d'éléments dans ce que vient de dire Patrick.
Rappeler que si on a choisi un intitulé, je crois que le terme qui a été utilisé, c'est anxiogène, parce qu'on avait vraiment envie d'alerter sur à quel point le logement aujourd'hui peut être un facteur de déséquilibre des territoires au travers des inégalités sociales, de l'incapacité même à loger certaines populations, au travers des questions environnementales, ça vient d'être développé, au travers aussi des déséquilibres économiques que cette question pose aujourd'hui. Alors évidemment, et on est dans un territoire qui est bien concerné à ça, les situations sont extrêmement variées d'un territoire à l'autre et au sein même de certains territoires. Les problématiques ici de la côte ne sont pas les mêmes problématiques que le rétro-littoral et ne sont pas les mêmes problématiques que les régions très rurales et montagneuses du territoire. Aujourd'hui, on a atteint un stade où la majorité des territoires est concernée par ces problématiques. On avait des hausses de prix qui restaient supportables, même si elles avaient été très très fortes jusqu'à récemment. Aujourd'hui, on a une majorité de territoires qui peinent à loger une part très importante et croissante de sa population, ce qui pose la question de l'abordabilité, au-delà de la question du logement social, alors qui reste une politique extrêmement nécessaire et tout à fait efficace, mais ce qui appelle à d'autres types de solutions, et c'est ce qu'on essaiera de débattre aujourd'hui. Et donc, au-delà de ce titre-là, derrière cette approche très locale et territoriale qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui, il y a aussi la volonté de faire ressortir, de valoriser et de partager des initiatives locales qui sont portées par certains territoires depuis maintenant plusieurs décennies pour essayer de trouver des solutions à ces questions-là, portées par les collectivités locales, par leurs élus et par leurs services, portées aussi par tous les acteurs de la filière du logement et de plus en plus porté par certaines entreprises ou par certains collectifs d'habitants. Donc ce sera l'occasion de l'interroger, notamment dans les 2 premières tables rondes qui ont été évoquées tout à l'heure et qui chercheront à répondre à ces 2 questions. Comment on répond à la variété des besoins des différents publics au niveau local, besoins qui sont une fois encore très différents d'un territoire à l'autre, même si on retrouve des problématiques communes à beaucoup de territoires, notamment la question extrêmement cruciale du logement des jeunes et du logement des étudiants, qui est là pour nous rappeler aussi que ces politiques-là sont des politiques qui nécessitent d'être anticipées. La question du logement des étudiants, ce n'est pas une question qu'on voit arriver. Il y avait 300 000 étudiants en France au début des années 70. Ils sont près de 3 millions. On aurait pu imaginer qu'on allait avoir effectivement une pression extrêmement forte sur un parc public qui est extrêmement restreint pour répondre à cette demande. Et aujourd'hui, on a des territoires qui continuent à voir croître année après année leur population étudiante, avec peu de réponses en matière de politique publique en face de cette question. Donc c'est l'illustration aussi qu'il faut traiter bien sûr les difficultés d'aujourd'hui, mais il faut aussi avoir une logique d'anticipation par rapport à des difficultés qui pourraient arriver demain. Et puis une deuxième table ronde sur la question d'une meilleure articulation entre le développement local et les politiques de l'habitat. Il y a des choix qui ont été faits par certains territoires ou des situations qui ont été subies aussi, notamment si on prend un sujet qui concerne beaucoup le territoire sur lequel on est présent aujourd'hui, qui est la question du tourisme, qui ont eu un impact colossal sur justement les équilibres du parc de logement, avec un développement parfois exponentiel des résidences secondaires ou des meublés touristiques, et qui demande une vraie réflexion sur le modèle de développement, sa poursuite, sa limite. Il y a des territoires comme Barcelone cette année qui viennent de prendre des positions assez radicales en la matière, en tentant d'interdire, on verra ce qu'il y a comme recours juridique, de façon définitive l'intégralité des meublés touristiques sur leur territoire. Et table ronde numéro 3. Comment, face à l'ampleur de ces défis, on s'organise ? Il paraît difficile d'imaginer que pour faire face à des questions aussi profondes, on puisse le faire à organisation constante. Ça a été dit par Jean-Luc Béraud. Il y a un premier défi, effectivement, qui est l'organisation entre le national et local. Problématique très locale. Ça plaide effectivement pour une déclinaison très fine de ces politiques. Et en même temps, un vrai risque. Alors effectivement, le terme égoïsme territorial, il est un peu brutal. On sait la pression, les difficultés et parfois le manque d'outils et le manque de moyens auxquels sont aussi confrontés les territoires pour pouvoir développer ces politiques-là. Donc c'est moins un jugement de valeur qu'un constat qu'on a quelquefois du mal à avoir des politiques équilibrées à la bonne échelle. Il y aura pour cette table ronde, comme pour les 2 autres, en introduction, des éléments de contenu qui seront rappelés. Donc je ne vais pas rentrer dedans. Rappeler peut-être que ces questions-là vont demander aussi des questions de coordination entre les ingénieries locales, y compris pour les territoires qui sont déjà très dotés, ou des questions de développement d'ingénierie, ça a été dit, nouvelles problématiques, nouvelles études. Comment est-ce qu'on les finance ? Donc cette question-là aussi, elle devra, on espère qu'elle sera abordée. Et pour finir, la question aussi, quand on parle d'organisation locale, de l'élargissement à certains types de partenariats. On voit qu'on est sur des sujets qui sont des sujets très transverses,
Quand on parle de désectorialisation, ce n'est pas juste pour utiliser un mot un peu compliqué. Effectivement, si on veut ouvrir les réflexions sur le logement à d'autres types de partenariats, là aussi, ça demande des organisations différentes. Et ça paraît tout à fait nécessaire, notamment pour un défi qui est très important, qui est celui de la structuration des filières locales, qui pour l'instant reste insuffisant dans un nombre assez important de territoires, alors qui ne sera pas la solution magique pour faire baisser les coûts de construction, mais qui peut permettre d'avoir une approche en termes de compétences disponibles, donc compétences disponibles à la fois en volume et en qualité, qui permet aussi potentiellement d'avoir une réflexion sur la maîtrise des prix au travers de filières qui soient travaillées davantage localement. Une grosse table ronde pour conclure la journée. Voilà. Bon, merci.